Je suis Anshu Banerjee, je travaille pour l'OMS et je préside ce panel avec Deborah Jobson, assise là-bas. Et pour vous faire une mise en contexte, en 2015, on avait la stratégie mondiale des années 2015 à 2030. Et c'était aligné avec les SDG. Alors, nous avons identifié 60 indicateurs qu'on pensait qui seraient utiles et environ 34 s'alignent avec les ODD et il y a la liste de 100 indicateurs de l'OMS. Alors, nous avons regardé d'où venaient les données actuellement, quelle serait la situation idéale en 2030. On s'est rendu compte qu'actuellement, la plupart des renseignements nous arrivent des sondages. Mais si le SEC était complètement mis en œuvre en 2030, la plupart des renseignements pourraient venir des données SEC. Alors voilà pourquoi on a demandé aux gens voilà pourquoi les gens qui s'intéressent à la santé des femmes et des enfants cherchent à accroître le SEC. Et je crois qu'il y a un lien très clair. Quand on regarde les mariages précoces et l'impact du fait que les jeunes filles se marient, les grossesses des adolescentes, chez les adolescentes, mais l'impact sur elles et la génération suivante, en empêchant les mariages précoces, on empêche les grossesses prématurées, les filles peuvent rester à l'école, peuvent obtenir un emploi et leurs enfants peuvent bénéficier de l'éducation de la maman. Alors, il y a un lien entre les générations qui nous permet d'avoir une meilleure santé pour les générations à venir. Alors, encore une fois, une raison pourquoi on s'intéresse à l'ESEC. J'ai hâte à la séance. Nous avons un panel de 5 conférenciers et la plupart vont parler d'expériences au niveau d'un pays. Ça va nous donner une idée de comment on peut comprendre le SEC comme déterminant social de la santé. On va aussi entendre parler de l'expérience dans certains pays et ce qui s'est fait à l'échelle de pays. Alors, je vais les présenter maintenant et ensuite, on peut passer aux présentations. Premièrement, nous avons Malatela. Elle travaille pour un organisme parrainé par la Banque mondiale. Elle fournit une orientation stratégique et assure de l'opérationnalisation pour GFF, surtout pour le ESEC. Sa présentation va parler de l'expérience de plusieurs pays où le GFF a investi dans le ESEC. Ensuite, Bunchai, qui est gestionnaire du Thai Health Information Standards Development Center. Alors, on utilise la technologie pour améliorer la santé. Il va établir le lien entre le SEC, la carte d'identité nationale, afin d'atteindre une couverture de la santé en Thaïlande. Bhaskar, qui travaille pour UNICEF en Tanzanie. C'est le spécialiste de la protection de l'enfance qui travaille sur la mise en œuvre du nouveau système décentralisé des naissances. Dans une séance précédente, il a fait une présentation sur les 5 changements qui avaient été présentés en Tanzanie. Je crois que sa présentation pendant cette séance va se concentrer sur le rôle des établissements liés à la santé et le SEC. Ensuite, Catherine, qui travaille sur l'équipe surveillance de la mortalité à l'échelle nationale pour l'action Fondation Bill et Melinda Gates. Alors, elle travaille pour COMSA
à Mozambique, au Sierra Leone. Elle gère un portefeuille investissement pour améliorer la compréhension des causes de mortalité pour les enfants en dessous de 5 ans. Elle va se concentrer sur ses expériences ou l'expérience de COMSA à Sierra Leone et au Mozambique. Ensuite, Sana, qui a travaillé particulièrement la surveillance de la santé des mamans et des enfants avec plusieurs joueurs, l'OMS. Elle a travaillé sur l'accréditation au Conseil d'accréditation du Canada. Maintenant, elle travaille avec le CRDI. Elle va travailler de déterminant social de la santé, le SEC en tant que déterminant social de la santé. Alors, Malatela. Merci. Merci. Bonjour. Bon, moi, je suis la première, je suis l'aînée de ma famille. Alors, je vais essayer de me comporter comme une aînée. Alors, je vais faire une présentation sur le renforcement de l'ESEC en passant par le programme de reproduction, santé maternelle des nouveau-nés, des enfants, des adolescents. Je crois que lors de la plénière, on a compris le GFF et le soutien offert pour GFF. Alors, je ne vais pas aller en grand détail, mais je voulais quand même mettre en évidence que le GFF offre du financement pour la santé des femmes, des adolescents, des enfants. Alors, c'est la raison d'être du GFF. Et cette organisation essaie de réduire cet écart de 3,3 milliards de dollars avec l'utilisation efficace de ressources en établissant des priorités quant aux dépenses et on fournit du soutien en passant par le fonds fiducie du GFF ainsi que l'allocation de l'argent. On se concentre sur les résultats, d'avoir des meilleurs résultats, RMN, CAH, y compris des résultats sur la nutrition. Et cela, comme je l'ai indiqué, se fait avec un financement valeur pour l'argent et volume total. Ça vient des ressources domestiques, financement de IDA ou IBRD, financement externe et ressources du secteur privé. Aussi, on cherche à s'assurer que les familles ne s'appauvrissent pas étant donné leurs dépenses liées à la santé. Les GFF atteignent ces résultats de par la priorité. En établissant des priorités, on identifie des investissements prioritaires pour atteindre des bons résultats. On identifie de la réforme en matière de financement de la santé. Je ne veux pas aller en grand détail. Mon intérêt principal, c'est sur le ESEC, mais d'avoir des façons coordonnées de faire des choses au niveau des pays et de s'assurer que le financement est suffisant pour faire la mise en œuvre. Particulièrement, voir comment on peut renforcer des systèmes pour faire le suivi, l'apprentissage et de corriger le tir. Ça fait partie du programme du GFF d'être capable de faire le suivi du progrès qui se fait s'il y a des décès que l'on peut prévenir. Alors, pourquoi c'est une priorité? Eh bien, beaucoup de pays appuyés par le GFF, beaucoup de ces pays ont des systèmes inadéquats de surveillance et d'évaluation. Alors, on essaie d'obtenir des données tous les 5 ans, tous les 10 ans, en passant par des sondages. Le CRVS est lié à un programme GFF plus vaste, amélioration des données pour la prise de décision. Bonne source de données, on peut obtenir des données. On obtient des données pour les indicateurs et cela permet d'assurer le progrès.
pour les ODD, mais on appuie le CRVS pour les droits des femmes, des enfants, des adolescents. Et tel que mentionné plus tôt, le Canada a fourni des fonds, précisément un montant pour le SEC au sein du GFF. C'est un des endroits où il y a peu de financement. Nous avons 26 pays qui sont appuyés. Nous avons récemment rajouté 10 pays supplémentaires. Ils sont appuyés par le GFF. Mais ce que je voulais indiquer, c'est au total, il y a 67 pays admissibles pour ce soutien. Les 26 pays que nous avons représentent 59 de l'écart de financement total nécessaire pour faire la promotion de la santé des femmes et des enfants. Maintenant, des activités ESEC au sein de ce programme, c'est là où on est appuyé pour les 16 pays. Si on cherche à renforcer, on cherche à accroître l'enregistrement civil, augmenter le nombre de points de service et de l'enregistrement mobile. Voici des pays qui voudraient renforcer leur capacité, recrutement de personnel supplémentaire, utiliser des établissements de la santé, des écoles. Activités pour appuyer la création de sensibilisation. Étant donné la piètre qualité, il est très difficile d'utiliser le CIM. Alors, il y a l'informatisation, interopérabilité des systèmes, mais aussi un engagement d'avoir des intervenants qui participent et qui se coordonnent adéquatement au pays. Financer le ESEC au sein de ce programme se fait normalement en passant au terme du secteur privé. C'est l'un des mécanismes de financement, mais les pays avec lesquels nous travaillons, on essaie de voir comment on peut faire participer le secteur privé. C'est un domaine clé. Mais les sources de financement, des ressources domestiques, le fonds fiducie GFF, avec un lien opérationnel à IDA, je voudrais insister sur ce point. Le lien du fonds fiducie à IDA, c'est de la Banque mondiale. Cela augmente le financement pour ESEC. C'est une étape importante vers la viabilité. L'allocation de IDA, c'est un budget gouvernemental et il s'agit de dépenses gouvernementales. L'élément clé, c'est d'essayer d'acheminer des ressources. La présentation du Cameroun va nous montrer qu'il y a un écart de financement et que c'est nécessaire pour satisfaire les besoins de l'ESEC. On cherche à voir là où on peut rajouter des ressources. Ce que nous avons vu dans ce projet, eh bien, nous travaillons avec la Banque mondiale et nous avons des incitatifs pour renforcer le SEC, programme pour résultats et un financement axé sur le rendement. Alors, je vais vous montrer des exemples et nous cherchons à intégrer le SEC dans notre programme en utilisant les services de soins de santé et des innovations dans nos projets de santé. Dans ce programme pour les résultats, je vais parler du Mozambique. Le programme a été approuvé au mois de décembre, mais on attend toujours la mise en œuvre. On cherche à améliorer que l'on inscrive les décès, causes de décès dans les établissements de soins de la santé. Le gouvernement aura un incitatif, ça dépend du nombre de décès certifiés dans les établissements, le codage et ensuite que ça soit envoyé au registre civil. Alors, le pays aura un incitatif pour ces indicateurs. Financement axé sur le rendement. Au Cameroun, ce matin, on a parlé de la mise en œuvre au niveau communautaire, au niveau des établissements et du district. Les établissements auront un incitatif pour l'enregistrement
On va faire la vérification des décès maternels. C'est en passant par le programme PBF. Cela comprend l'enregistrement des naissances et décès. Même chose pour la Libérie au niveau secondaire et lié au système ESEC. Alors, on cherche à fournir des incitatifs pour les enregistrements, mais en se concentrant sur les décès maternels et des nouveau-nés. Au sein des projets, on appuie l'enregistrement civil en utilisant les services maternels et de soins de services maternels et aux enfants. Pour le Kenya, on appuie la formation des gestionnaires dans les hôpitaux sur l'utilisation de ces stratégies, ainsi qu'établir un lien entre les cliniques et les services externes pour enregistrer les naissances. En Libérie, on est en train de former les gens qui donnent les vaccins et d'autres. On cherche à jumeler l'enregistrement avec les services d'immunisation de l'enfant. Nous regardons aussi des stratégies. On a parlé de l'importance des structures communautaires. En Libérie, l'utilisation des aides communautaires à la santé pour inscrire les naissances et les décès. Au Kenya, on cherche à accroître la capacité pour sensibiliser les travailleurs pour faire rapport des naissances et des décès. En plus, il y a des projets pilotes en cours. Au Kenya, enregistrement mobile dans des endroits isolés, établir une priorité là où il y a des volumes élevés de naissances. Ouganda, la même chose. Éthiopie, on a un projet pilote au niveau communautaire. Mais on appuie aussi les systèmes électroniques au sein du projet RMNCH. On cherche à numériser l'enregistrement en passant par le système Éthiopie. Ouganda, Libéria, Cameroun, on essaie d'établir des liens avec le système. Il me faut une demi-minute pour parler des défis. Manque de coordination parmi les partenaires de développement. C'est pas bien couvert, cette coordination, mais même au sein des ministères du gouvernement, ils ne sont pas bien coordonnés. Il y a des systèmes en parallèle et des arrangements institutionnels dans les processus d'enregistrement, avis, enregistrement, certificats ne sont pas bien coordonnés et on perd des enregistrements. Il y a des priorités qui se font concurrence dans différents secteurs, santé, système de gestion de l'identité, et on a un manque de financement pour le SEC. Alors, ce n'est pas une priorité, mais nous avons un besoin urgent pour les données. Les pays qui regardent des alternatives, si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Et je crains que dans 10 ans, on va toujours voir qu'on a un système ESEC dysfonctionnel. Une dernière note, des leçons. Le pays doit assumer un rôle de responsabilité, de leadership. Il faut établir des priorités afin d'atteindre des résultats. Regarder les efficacités. Dans certains cas, nous ne sommes pas efficaces dans notre façon de fonctionner. Aussi, il faut être capable d'obtenir le financement adéquat pour avoir un système qui fonctionne bien. On attend et nous ne sommes pas capables de faire la surveillance. Nous savons qu'il y a moins de 5 même 10 des décès sont enregistrés. Si c'est 2 il faut savoir c'est quoi le pourcentage. Merci. Thank you very much, Malatela. Merci et merci d'avoir respecté l'heure et d'avoir souligné différents efforts appuyés par le GFF, qu'il s'agisse d'accroître les points de service ou de travailler au niveau communautaire, établir des priorités et de regarder quelles sont les inefficacités. Notre nouveau directeur général dit toujours que la couverture universelle de la santé est une décision politique qui doit être prise par les pays. Et Pungchai va nous parler du lien entre
le THIS et le HSRI en Thaïlande. Oui, alors je crois que la séance parlant de l'ESEC et le numéro unique d'identification, c'est très bien et moi je vais parler de l'expérience en Thaïlande. D'autres pays ont des expériences qui sont très positives en Slovénie, en Corée. Ceci, c'est une étude de cas en Thaïlande, à savoir comment le système d'enregistrement contribue à un autre système et aussi à l'identificateur unique. C'est un identificateur national. Cela a permis à la Thaïlande d'atteindre une couverture universelle en matière de soins de santé. La plupart d'entre vous, vous connaissez la Thaïlande. Nous avons 60 millions d'habitants. Alors, avec le système d'enregistrement civil, je dis à nos amis souvent que c'est peut-être très bien que nous avons mis en œuvre une base de données centralisée il y a 40 ans. La raison pour laquelle le pays l'a fait, ce n'était pas pour la santé ou l'éducation ou quoi que ce soit, c'était aux fins de sécurité. C'était après la guerre du Vietnam et le gouvernement cherchait à voir qui étaient les citoyens thaïlandais et aussi comment on pouvait établir une liste d'électeurs pour les élections. Le ministre de l'Intérieur et du gouvernement, à l'époque, devait informatiser. Alors, ils utilisaient un ordinateur central à l'époque, et vous voyez dans la photo, ils utilisaient des centaines de personnes qui faisaient la saisie de données. Alors, ils ont fait la saisie de données d'une centaine d'années de données. Alors, ça a pris presque 6 ans pour numériser les 60 millions de dossiers. Et ça a été utilisé pour plusieurs systèmes. Le ministère de la Santé publique est responsable des statistiques de l'État civil. En 1996, trois ou 4 ans après avoir complété la numérisation de la base de données, ils ont fourni les données au ministère de la Santé publique et après ça, les statistiques de l'État civil ont amélioré pour ce qui est de la rapidité, la qualité des données et aussi l'enregistrement des naissances et des décès. En 2001, le nouveau gouvernement a mis en œuvre la loi sur la loi nationale sur la sécurité de la santé. Avant ça, ou il y a 30 ou 40 ans, on a essayé d'élargir les soins de la santé pour ceux qui n'avaient pas d'assurance. Mais en 2001, ils ont mis en œuvre cette loi nationale. Et dans 1 an, on a pu mettre en œuvre ce programme et les gens qui n'avaient pas d'assurance pouvaient avoir une couverture universelle. Alors, 47 millions de personnes, ou 75% des citoyens, ont pu en bénéficier. Ça étonne beaucoup de pays à quel point, avec la politique et la mise en œuvre de la politique, on a pu mettre en œuvre le tout dans 1 an. Nous avons commencé avec 6 provinces et ensuite 15, 6 mois plus tard, après 1 an, 77, c'est-à-dire à l'échelle du pays.
registration system. C'est qu'on a un système d'enregistrement en série qui a aussi le numéro d'identification unique. Et c'est le registre de l'état civil et le chiffre d'identification du particulier a facilité l'inscription au programme de couverture sanitaire nationale ou universelle. Et donc, les gens qui peuvent par ce moyen profiter de soins de santé et de sécurité sociale. Ça, c'est une des grandes réussites suite à la mise en œuvre du projet de couverture universelle. Et non seulement a-t-on facilité la mise en œuvre, mais aussi le centre d'inscription et les systèmes d'identification nationale ont facilité tout cela avec le lien des bases de données avec le Bureau de la sécurité nationale qui était responsable du système de couverture de soins de santé. On a pu faire un lien entre les données pour générer une base de données pour identifier qui fait partie de chaque système d'assurance. Et les clients peuvent et les fournisseurs de services peuvent vérifier tout cela en ligne. Et on peut aussi, à cause du système d'identification nationale, faire un lien de données ou un couplage de données suite à l'utilisation des services de l'hôpital, par exemple, et on peut récolter des millions de données et transformer tout ceci en un système où on peut assurer le contrôle des coûts pour les patients internes pour les services de soins de santé. Ça, c'est à cause du couplage. Parce qu'on a l'enregistrement de l'état civil et du système d'assurance nationale qui est dans un système et on peut offrir cette identification au système de soins de santé. Et les fournisseurs de soins de santé peuvent utiliser ce numéro d'identification pour faire un lien entre tous les dossiers médicaux. Enfin, ce ne sont pas les dossiers médicaux, mais les données administratives pour le remboursement qui contient des données sur les soins médicaux et qui peuvent assurer la continuité des soins. Voici un échantillon pour le programme national de numéro d'identification pour faire le lien entre tous les formulaires de dossiers de l'hôpital, du laboratoire, des assureurs pour offrir aux services de soins de santé les données pour chaque client. Le VIH est aussi couvert par ce système de soins de santé universel. En même temps, cette couverture universelle des soins de santé s'est améliorée, pas seulement dans un sens parce que c'était facilité par le système d'enregistrement de l'état civil, mais dans l'autre sens aussi, les services de santé ont amélioré le système d'enregistrement de l'état civil parce qu'on a ce numéro d'identification nationale qui nous aide à obtenir un soutien du gouvernement. Alors, disons qu'un jour, la mère accouche dans un hôpital, on va au registraire pour s'enregistrer, pour obtenir le numéro d'identification nationale. Et ensuite, on est admissible au service de soins de santé. Alors, c'est une grande motivation pour les parents pour qu'ils inscrivent leurs enfants. Avant ça, il y avait environ 10% des enfants qui n'étaient pas enregistrés.
parce que les parents n'avaient pas de soucis pour l'enregistrement avant que les enfants arrivent en âge scolaire où les écoles demandent le certificat de naissance. Mais avec la couverture, avec l'assurance santé universelle, les résultats, les conséquences de l'enregistrement sont plus importantes. Et en ce qui a trait à l'innovation, le sujet de cette conférence, beaucoup de gouvernements ont cherché ou se servent du numéro d'identification nationale pour beaucoup de services publics, aussi pour les services banquiers, dans le secteur privé aussi, c'est employé. Et ils sont en train de mettre en œuvre un système national d'identification numérique qui cherche à créer des liens et à assurer que des vérifications sont possibles pour pouvoir bien protéger la confidentialité des personnes et aussi pour offrir plus de services à la fonction publique et au secteur privé. Le modèle de cette pièce d'identité numérisée est celle qui est dans le rapport de la Banque mondiale sur l'identification pour une approche intégrée pour la pièce d'identification. Alors, ils ont proposé une pièce d'identité pour un modèle qui peut satisfaire le secteur industriel et pas seulement pour les fonctionnaires ou pour les besoins de l'État civil. Donc, je crois que j'arrive à la fin du temps qui m'est alloué et je vais clore ici. Merci. Merci beaucoup, Boonchai, d'avoir souligné comment la décision d'accorder une assurance santé universelle a amélioré le système du registre de l'État civil et du fait qu'on avait besoin l'accès à ce système, on avait besoin d'être enregistré. Pashka va nous présenter le rôle du secteur de la santé pour augmenter l'enregistrement des naissances et son exemple nous vient de la Tanzanie. Bon après-midi. C'est un exemple de la Tanzanie sur comment faire le lien entre l'enregistrement civil avec des services de santé peuvent aider à combler les écarts. Vous pouvez voir ces services impressionnants avec les établissements de santé et on compare avec les taux de signalisation et de certification. On peut voir que ce sont des occasions manquées. Des 5 540 naissances par jour, seulement 637 sont enregistrées. Et donc, ça fait qu'à chaque heure, il y a 204 naissances qui ne sont pas enregistrées. En Tanzanie, il y a environ 7 800 établissements de santé qui sont près des communautés et il y a une grande pénétration. Si on examine la distribution selon les régions, chaque région a plus de 150 établissements de soins de santé. Alors, je vous parle un peu de l'historique de l'enregistrement des naissances et des décès. Ça remonte à 1917 où il y a eu une loi qui est entrée en vigueur en 1921. L'inscription était obligatoire seulement pour les non-africains. L'inscription obligatoire pour les Tanzaniens a commencé vers les années 1980. Les établissements de santé et les agents de l'exécutif des villages avaient la responsabilité de signaler les événements. Mais la majorité de ces agents de l'exécutif des villages ne sont pas au courant de cette responsabilité. En 2013, ce système décentralisé de l'enregistrement des naissances a été initié dans 9 régions. En mars, nous allons travailler à l'enregistrement décentralisé des décès dans un district. On peut voir qu'il y a plusieurs obstacles. La distance, le coût, une faible sensibilisation,
une demande faible pour des certificats. Aussi, les problèmes culturels, on retarde d'attribuer un nom au bébé et aussi des problèmes avec l'enregistrement d'un bébé d'une mère célibataire. Et les écarts sont une utilisation faible, un niveau d'enregistrement faible, une certification faible, pas de données sur les faits de l'état civil et de grands arrières pour les enfants de 1 à 17 ans. Ce que les établissements de santé peuvent faire, améliorer les problèmes dus à la distance, au coût, à la civilisation, à l'enregistrement et la certification. Ça peut aussi tenir compte de facteurs socioculturels pour que les mères soient prêtes à nommer leur bébé, pour que les femmes non mariées puissent accélérer le processus d'inscription. Les établissements de santé peuvent aussi accélérer le temps nécessaire et on peut aussi améliorer le taux de vaccination, d'immunisation. Et pour les enfants de 1 à 4 ans, les établissements de santé sont un point naturel pour éliminer les arriérés. Ce que les établissements de santé ne peuvent pas faire, ils peuvent seulement servir du premier point de contact pour l'enregistrement et la certification. Ils ne peuvent pas faire de travail après l'enregistrement, aller chercher des certificats, changer des documents. Ça, c'est le registraire qui est censé le faire. Voilà pourquoi, en Tanzanie, ces établissements de santé sont renvoyés au bureau de l'exécutif de la région pour ces activités. Alors, le bébé est inscrit en dedans de 6 semaines après la naissance, soit par le biais des établissements de santé ou le point d'inscription le plus proche. Alors, pour l'avenir, ces établissements de santé sont cruciaux pour créer un bon système d'essais parce qu'ils sont normalement proches des collectivités, de 5 à 6 km de distance, et une meilleure couverture de services de santé. Il y a une couverture de soins postnataux et d'immunisation, et le fardeau n'est pas aussi élevé pour l'enregistrement des naissances et des décès. Il y a 2,6 millions d'événements. Le système de santé obtient les données en temps réel et ça peut créer des liens avec les bureaux des régions pour du travail qui se fait après l'enregistrement. Merci. Merci beaucoup, Bhaskar, pour cet exposé au sujet du rôle des établissements de santé et comment ils peuvent renforcer l'enregistrement des naissances et à l'avenir, on l'espère aussi pour l'enregistrement des décès. C'est Catherine qui va maintenant nous parler de la situation au Sierra Leone et en Mozambique. Le COMSA. Bonjour, merci de m'avoir invité à vous parler. Je vais vous donner un survol, un aperçu d'une nouvelle initiative qui reçoit l'appui de la Fondation Gates pour renforcer l'ESSEC au Mozambique et au Sierra Leone. Ça s'appelle COMSA, la surveillance de la mortalité à l'échelle du pays pour l'action. De façon générale, on offre un investissement initial pendant plusieurs années pour avoir la création d'un système d'enregistrement à l'échelle du pays qui s'aligne avec les plans pour renforcer l'ESSEC et la capacité existante pour s'assurer que c'est praticable et que ça satisfait les objectifs. Et donc, on l'appelle un système d'enregistrement amélioré. Et une fois que ces systèmes seront en place, ils devraient produire et rendre disponibles des données de façon continue sur les naissances, la mortalité et la cause de la mort au niveau national et sous-national pour utilisation par le gouvernement et d'autres intervenants, y compris le public. Le fait que c'est amélioré, ça veut dire qu'on peut faire un lien de l'échantillon au niveau national dans le réseau CHAMPS de surveillance de santé de l'enfant et de la prévention de la mortalité de l'enfant. Et je n'ai pas le temps de vous en donner les détails. Je vous ai donné le site web et je serai prête à vous en parler en plus grand détail plus tard. Mais l'innovation ici, c'est qu'on arrive à faire l'échantillonnage de tissus post-mortem qui ne sont pas
super complexe et ces échantillons peuvent nous donner plus d'informations quand il y a trait aux causes de la mort. Et avec ce système centralisé, on peut faire ces prélèvements de tissus pour des enfants décédés avant 5 ans et peut améliorer nos connaissances des systèmes ou des facteurs de mortalité à l'échelle du pays. Nous donnerons un soutien pendant 3 à 4 ans à Mozambique et à Sierra Leone, ce qui nous donne la possibilité d'obtenir de l'aide technique de l'extérieur. Nous travaillerons à partir du premier jour au niveau de la conception jusqu'à la mise en œuvre avec les institutions nationales de statistiques. Nous faisons le lien avec les ministères de la Santé, les instituts nationaux de santé et d'autres autorités d'enregistrement de l'état civil. Il y a aussi le ministère de la Justice et d'autres qui sont appliqués. On demande aux récipiendaires de subventions de créer des systèmes qui seront peu coûteux du côté opérationnel pour pouvoir être durable. Un système centralisé d'enregistrement, comme vous le savez probablement, c'est d'avoir un échantillon de zones représentatives d'énumération au pays. À Mozambique et au Sierra Leone, on cherche à couvrir de 3 à 8 % de la population dans ces zones. Tous les décès, les naissances, les grossesses dans ces régions vont être enregistrés. Et tous les décès qui sont enregistrés feront l'objet d'autopsies verbales. Mais on en connaît les limites en ce qui a trait à l'identification des causes de mortalité. On va aussi faire des prélèvements de tissus avec nos sites CHAMPS sur un groupe de 200 décès d'enfants de moins de 5 ans. Et on va comparer avec les autopsies verbales et on va récolter d'autres données qui proviennent d'autres systèmes de surveillance et on va examiner ceci et essayer d'en comprendre plus pour recueillir des statistiques et on va le partager rapidement avec d'autres parties prenantes. Et les données comme ça doivent être intégrées avec les systèmes existants de données et les données doivent être disponibles le plus rapidement possible aux différents intervenants. Nous envisageons aussi que comme ça serve de plateforme pour augmenter la sensibilisation quant à l'importance de l'enregistrement des naissances et des décès. On veut chercher aussi à faciliter ceci en travaillant avec les autorités de l'ESSEC dans le pays. Il y a déjà un système électronique d'ESSEC, comme en Mozambique. On travaille avec ces autorités pour voir comment on peut s'aligner avec eux et les appuyer et s'assurer que les données qu'on recueille peuvent leur être fournies dans un format qui leur soit adéquat. On veut aussi se servir de comme ça pour renforcer la formation des infirmières, des médecins pour le codage des autopsies verbales et aussi pour la certification médicale de la cause de mort en se servant des certificats de mort de l'OMS et pour s'assurer que ceci sera intégré avec le DHIS2 dans les différents pays. Et on pense qu'une fois qu'on a créé ces zones d'énumération et que les données seront produites, données fiables seront produites en temps réel, qu'on pourra l'étendre à un système global. On pourra ajouter d'autres éléments à ces zones ou ajouter d'autres fonctions ou avoir un plus grand nombre de zones d'énumération ou même changer d'emplacement selon ce qu'on verra comme changement au pays. On travaille en collaboration avec les différentes autorités de santé dans les pays dès la conception pour s'assurer qu'on puisse produire des données dont ils auront besoin et qui leur seront utiles. Donc, notre premier pays comme ça, c'est le Mozambique. C'est une subvention de 3 ans. C'est Johns Hopkins Université qui a reçu la subvention pour créer 700 zones d'énumération partout au pays qui comprend environ 300 ménages. Il y a un agent communautaire de surveillance qui est là pour identifier les grossesses, les résultats des grossesses, y compris les morts-naissances, ainsi que les
naissances et les décès. Et c'est une équipe provinciale qui va surveiller les agents communautaires de surveillance, qui va effectuer des autopsies verbales pour tous les décès. Ces données seront données à différents groupes avec différents types d'accès, y compris pour le public. Et on donne aux équipes de surveillance provinciale le soutien nécessaire pour faciliter leur travail. Alors, nous en sommes au début pour dresser la liste des ménages et avoir les comme ça pour les 5 provinces du Nord, moins une qui est en vert. On va commencer dans cette région-là sur la carte et on s'attend à ce que les événements soient inscrits pendant le prochain mois et que les données des autopsies verbales vont nous arriver. Et pour le reste du pays, on devrait commencer les autres provinces et le Maputo d'ici la mi-2018. Et on va aussi commencer l'échantillonnage sur les décès d'enfants de moins de 5 ans dans la province de Zambézia au même moment. C'est pour vous montrer qu'il se fait beaucoup de travail en Mozambique pour voir comment on peut se servir et harmoniser avec le système ESSEC qui est déjà en place. Alors, on cherche à créer un projet pilote, ou on envisage peut-être le faire, pour avoir les agents communautaires de COMSA qui vont se servir des certificats de naissance et de décès et de décès plutôt dans le système ESSEC. Et donc, on est enthousiasmé par le fait qu'on aura différentes sources de données qu'on pourra comparer l'une par rapport à l'autre pour avoir une meilleure idée du taux d'inscription à partir du système ESSEC et aussi de la précision. Le deuxième pays sera Sierra Leone. Là, c'est une subvention de 4 ans. Le récipiendaire en est le Center for Global Health Research de l'Université de Toronto. 2018, c'est une année de planification pour la préparation. On cherche à identifier les outils. On a des projets pilotes pour que le projet puisse être mis en œuvre à partir de 2019. On va contacter les ménages et recueillir les données. Donc, on est au début, mais on va probablement couvrir environ 100 000 ménages, donc beaucoup plus que par le passé, et ça nous permettra d'obtenir de meilleures données au niveau sous-national et au niveau des districts. Ce qui est important pour le projet à Sierra Leone, c'est qu'on pourra continuer à appuyer l'autorité nationale de l'ESSEC. C'est une institution tout à fait nouvelle au pays, et très peu de ressources humaines et de finances. Alors, c'est très important que nous arrivions maintenant. Ils se penchent présentement sur l'élément d'identité, des pièces d'identité. Alors, ceci complète très bien leur projet puisqu'ils ne disposent pas de ressources pour traiter de statistiques de l'état civil et des causes de la mort. On démarre plus lentement puisqu'il y a des difficultés du côté de la capacité. On va se pencher sur un district périurbain, le district de Beau, où on pense que toutes les installations de santé devraient se servir du certificat de décès de l'OMS pour signaler les morts dans les établissements. Donc, on a hâte de voir les résultats de ces 2 projets. Il y a certaines ressemblances, mais ils sont adaptés aux différents pays, 2 pays qui ont un contexte assez différent, et on espère pouvoir évaluer cela et arriver à mieux comprendre ce qui fonctionne bien et ce qui fonctionne moins bien dans certains contextes. On est encore en discussion, vu que le ministre de la Santé du Mali s'intéresse beaucoup à cela. Il a demandé pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire ceci chez nous aussi. Alors, on espère pouvoir répéter cela au Mali d'ici 1 an. Et on aimerait aussi le faire à d'autres pays. Nous pensons qu'il y a au moins 50 pays qui pourraient profiter du renforcement de leur capacité pour recueillir des données continues sur les naissances, les décès et les causes de décès. Donc, nous travaillons sur un plan de mobilisation des ressources pour chercher à amener à participer d'autres donateurs qui travaillent dans ce secteur.
et qui ont des objectifs similaires. Donc, on cherche à générer une plus grande demande au niveau des pays et à amener à participer d'autres donateurs éventuels. Merci. Merci beaucoup d'avoir aussi montré comment d'autres systèmes de surveillance peuvent appuyer l'ESSEC. On a une dernière exposé de Sana qui nous donnera un point de vue complètement différent de l'ESSEC en se servant de l'optique des déterminants sociaux de la santé. Bon après-midi. Donc, l'ère des ODM était une époque où la communauté de développement international cherchait à réaliser ses objectifs du développement du millénaire, qui a identifié certaines initiatives très novatrices. Une des approches novatrices employées par l'OMS, c'était de s'adresser aux déterminants sociaux de la santé. Une commission a été créée en 2005 et la commission avait une stratégie pour aborder les déterminants sociaux de la santé en se rendant compte que les résultats du côté de la santé et le bien-être va au-delà du système de soins de santé. Et le fait qu'on travaille en silo dans un secteur ne permettait pas d'amener des améliorations globales du côté des résultats pour la santé. Alors ici, j'aimerais vous dire comment l'enregistrement de l'état civil en tant que déterminant social de la santé peut être utilisé dans une action intersectorielle pour améliorer la santé. Alors, je vais vous parler de la définition des déterminants sociaux de la santé. Je vais vous parler du concept cadre et la stratégie employée par la Commission sur les déterminants sociaux de la santé, et aussi pour vous dire comment et pourquoi on doit tenir compte des processus d'enregistrement de l'état civil en tant que déterminant social de la santé. Et je vais me servir d'une démarche intersectorielle. Ici, vous pouvez voir la variation. Comme vous pouvez voir, il y a de grandes inégalités entre les pays. Si on prend un exemple de l'attente ou l'espérance de vie, on peut voir une grande différence. Dans certains pays, c'est 48 ans et dans d'autres pays, ça peut être 82 ans. Il y a une très grande disparité entre les pays. Et aussi à l'intérieur d'un seul pays, même dans le monde développé, il y a de grandes différences au sein d'un pays en ce qui a trait à l'espérance de vie. Donc, voici un exemple, il y en a beaucoup, qui démontre comment la nutrition et le statut de santé sont liés à des déterminants qui vont au-delà du système de soins de santé, mais qui sont liés au contexte social. Les déterminants sociaux de la santé sont des caractéristiques précises et des trajectoires qui font que les conditions sociales ont un impact sur la santé et qui peuvent éventuellement être modifiées par des actions éclairées. Et la Commission a déterminé 2 niveaux de déterminants de la santé, dont un est le niveau structurel et l'autre est le niveau intermédiaire. Je ne vais pas vous parler des détails parce que je vais plutôt parler de ce qu'on peut faire à l'avenir. Comme vous le savez, il y a beaucoup d'inégalités fondées sur des différences géographiques, sur l'inégalité entre les sexes, des inégalités ethniques, des inégalités socio-économiques et beaucoup d'autres déterminants qui vont varier selon le pays et même selon les collectivités. Ici, on a le schéma des déterminants sociaux de la santé. On peut voir que ça commence au niveau individu. Ensuite, c'est entouré par les réseaux sociaux, les réseaux communautaires. Et ensuite, on va dans un contexte plus généralisé de l'emploi, des conditions de vie, l'éducation, l'environnement social, le niveau d'éducation
et d'autres facteurs. Et ça aussi, c'est dans le contexte macroéconomique des politiques, des structures du gouvernement. C'est le cadre qui a été créé pour tenir compte des déterminants sociaux de la santé. On tient compte de la gouvernance à différents niveaux. On examine la politique, les structures, le niveau macroéconomique aussi, et aussi au niveau intermédiaire où il s'agit de l'éducation, de l'occupation et les déterminants au sein du service de soins de santé. Alors, pourquoi est-ce qu'on identifie l'enregistrement de l'état civil en tant qu'un déterminant de la santé prioritaire? On a entendu au cours des 2 derniers jours les avantages que représente l'enregistrement de l'état civil par rapport aux résultats en santé, à l'accès aux ressources en éducation, les avantages économiques et aussi pour la protection sociale. Donc, l'argument est que les résultats en matière d'enregistrement d'état civil est un déterminant social de la santé. Il est important d'aborder cette situation en se servant d'une démarche intersectorielle. C'est un enjeu multidimensionnel. Le cadre juridique est très important au niveau du pays, ainsi que la gouvernance, les politiques, le niveau macroéconomique, les déterminants sociaux, les normes culturelles et les valeurs, la position sociale, le système de soins de santé et beaucoup d'autres facteurs. L'enregistrement à l'état civil, c'est un droit fondamental des droits humains et ceci nous aide à avoir un système de statistiques sur les faits de l'état civil solide. L'enregistrement de l'état civil et les faits de l'état civil sont des processus partagés, dont la responsabilité est partagée par des gens dans différents secteurs qui va au-delà des limites des ministères gouvernementaux et des démarches novatrices, par exemple l'action intersectorielle pour aborder l'ESSEC en tant que déterminant social de la santé, nous présente une occasion unique. Alors, comment est-ce qu'on peut considérer les systèmes d'enregistrement de l'état civil et les faits de l'état civil en tant que déterminant social de la santé? On peut le faire au niveau mondial. Par exemple, c'est un des ODM et un des ODD. On peut parler de l'importance pour la réalisation des objectifs du développement durable, ce qui va avoir des conséquences quant au financement et l'allocation de fonds à l'ESSEC. Au niveau régional, il y a des processus, des programmes régionaux, la PAIC, par exemple. C'est une occasion d'appuyer ce système au niveau des pays. Il y a aussi un consensus quant au rôle des programmes régionaux pour améliorer la situation. Au niveau du pays, en se servant la démarche du comité d'action intersectorielle, c'est quelque chose qu'on fait depuis 10 ans et il y a beaucoup d'articles de publication qui montrent que le fait de rassembler beaucoup de secteurs à travailler ensemble et d'avoir une stratégie, un plan, un cadre pour aborder un sujet a bien réussi. Et il y a beaucoup de publications au site web de l'OMS où l'action intersectorielle sur la santé a été employée pour aborder des problèmes dont les défis allaient au-delà du secteur de la santé. Donc, voici, c'était le rapport final de la Commission des déterminants sociaux de la santé. Ils ont examiné comment on peut éviter des iniquités et aussi que l'on peut obtenir une équité et une justice sociale et qui cherchent également à avoir davantage de données probantes et aussi davantage de travail au niveau de la surveillance par rapport aux progrès réalisés. À l'échelle mondiale, il y a de nombreuses questions associées à l'enregistrement. Donc, par exemple, le financement
Nous avons parlé de l'importance de l'ESEC, mais quand vient le moment des conférences internationales et des projets, peu d'argent est affecté au ESEC. La responsabilité du marché et aussi de faire participer le secteur privé, c'est très important. La volonté politique et le renforcement des politiques et des stratégies à l'échelle gouvernementale, l'égalité entre les sexes, nous en avons parlé depuis hier, des pratiques de bonne gouvernance et des programmes de bonne gouvernance et des structures qui nous permettent d'avoir réalisé l'enregistrement civil et aussi les politiques appropriées. On parle ici, entre autres, du secteur de l'éducation et aussi le secteur social. Ces secteurs devraient travailler ensemble en vue de se pencher sur ces questions et examiner les priorités en termes de développement. Voici une approche qui a été étudiée dans la brochure traitant de l'action intersectorielle. Et ici, on constate une approche qui nous permet de mettre en œuvre l'amélioration des systèmes de ESEC en utilisant justement une approche intersectorielle. Nous sommes présentement à l'étape de l'évaluation. Il y a des projets en marche par rapport à, par exemple, la schématisation de la gouvernance de l'ESEC. Et c'est une bonne occasion pour nous de créer des liens pour comprendre les problèmes clés à l'échelle nationale, à l'échelle des pays. Où sont les secteurs, comment pouvoir créer un lien entre secteurs, quelles sont les stratégies pour réaliser cet objectif, quel est le cadre et comment peut-on surveiller, évaluer les améliorations réalisées. Merci. Il nous reste quelques minutes, donc environ 25 minutes. Donc, nous allons pouvoir procéder aux questions et réponses. Vous vous rappelez que cette session est enregistrée, donc vous allez devoir vous présenter au microphone pour poser des questions. Alors, questions, observations, ou si vous voulez partager vos propres observations et expériences quant au réseau des ESEC. Je vous demanderai également de vous nommer au micro. Meryl Gomes, à l'Université de Toronto, et ma question est pour Malatala. Au sujet des GSS, ma question est la suivante. Dans quelle mesure est-ce que les questions de compétences sont réglées? Selon notre expérience, nous avons constaté que parce que le ministère de la Santé est responsable des cas d'études de cas pour le financement, alors souvent des projets de l'ESEC n'ont pas nécessairement accès à certains programmes. Malatala? D'accord, allez-y. Merci de votre question. Et je crois que c'est une question qui a été posée à de nombreuses reprises. Tel que je l'ai mentionné plus tôt, je crois qu'en de la perspective des GSS, le SEC et la promotion de ce programme était au ministère de la Santé. Mais de fait, on peut aller au-delà de la santé en vue de pouvoir appuyer les projets de ESEC. Donc, c'est ce que nous faisons présentement, de trouver de nouveaux secteurs que nous pouvons appuyer. Là, il est important de s'assurer que le fonds de GSS vise à assurer qu'un pays est préparé à allouer de l'argent de AIDA.
parce qu'on voudrait quand même qu'il y ait quand même un fonds important pour pouvoir appuyer de tels projets. Donc, nous allons au-delà, tout simplement les ministères de la Santé. Nous allons au-delà de ces ministères pour aller voir dans d'autres secteurs pour voir s'il est possible d'obtenir davantage de financement pour pouvoir renforcer les systèmes de ESEC. C'est important pour tous les partenaires de savoir, de pouvoir examiner la liste des pays, et les partenaires de l'ESEC doivent savoir qu'ils doivent aussi se manifester auprès de leurs partenaires dans le domaine de la santé. Autre question, commentaire? Bonjour, je m'appelle Susan Stad du Development Gateway. Nous avons mené une étude à l'échelle locale pour voir combien de temps les gens passent pour obtenir des données. Ils passent 25 à 30 de leur temps à préparer des rapports. Donc, dans ces projets, est-ce que vous avez utilisé certaines données qui justement ressortent de ces projets axés sur le ESEC? Est-ce que vous avez une idée des données? Donc, avons-nous commencé à utiliser les résultats des statistiques dans les programmes de suivi? Ou est-ce que c'est tout simplement un objectif un peu trop difficile à atteindre présentement? Je vous remercie de cette question. Et ça revient au dernier point que je soulevais. Par exemple, on ne peut pas utiliser le ESEC pour faire de la surveillance parce que dans de nombreux pays que nous appuyons, il n'y a pas nécessairement une banque de données avec ces données. Mais maintenant, nous encourageons les pays à utiliser les données qui sont disponibles, peu importe la forme, afin que nous puissions évaluer et suivre dans quelle mesure les systèmes de ESEC fonctionnent. Mais le problème principal, c'est que les données sont encore en format papier. On n'a pas de banque de données, mais nous encourageons les pays quand même à utiliser les données. Je crois que ce qui est important, c'est que nous appuyons ce projet et on ne dit pas tout simplement, et Melatonin a mentionné, ce n'est pas tout simplement d'avoir un autre système parallèle. Si tous les donateurs créaient des systèmes de ESEC là où ils travaillent pour pouvoir obtenir les données plutôt que de dire ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. C'est sûr que ça ne fonctionnera jamais si on n'investit pas dans ces systèmes. C'est un message très important et c'est très intéressant de voir que le mécanisme de finance mondiale va utiliser ces données de l'ESEC. Ma collègue m'a dit qui travaillait à l'OMS, m'a dit qu'on doit tout simplement commencer à utiliser les données. Et les gens vont vous dire que ces données ne sont pas bonnes, mais on va dire aux gens que c'est leur responsabilité d'améliorer la qualité des données. Teresa, j'ai des questions par rapport à comme ça. Dans mon ancienne vie, lorsque je travaillais dans le domaine du VIH et le sida, et lorsqu'on a commencé à obtenir du financement de différents programmes, nous voulions pouvoir renforcer, nous avions des idées pour renforcer les systèmes de ESEC, mais ces idées ont été rejetées parce que ce n'était pas associé directement au VIH. Donc, nous avions travaillé, entre autres, avec comme ça. Mais je ne sais pas. Cela n'a pas vraiment permis de renforcer les systèmes de ESEC. Je ne sais pas ce qui se passe présentement, mais ce que je me pose comme question, c'est dans quelle mesure est-ce que la situation actuelle est différente? Oui, il y a des efforts que nous avons constatés dans certains pays, des efforts qui ont été beaucoup plus limités, et on parle ici de zones géographiques beaucoup plus petites.
Présentement, on sait qu'il y a énormément d'écarts dans la qualité, la disponibilité des données. On pourrait avoir un autre projet pilote dans une province ou dans une autre province où on pourrait dire tout simplement, oui, nous appuyons ce projet. Il a de la valeur à aller chercher ces données et à ce que ces données soient rendues disponibles. Donc, faisons-le à l'échelle du pays. Et il faudrait également s'assurer qu'il n'y a pas un projet qui s'applique à tout le monde. Il faut tenir compte du contexte des différents pays. Ce que nous avons proposé, et c'est une approche plutôt singulière, et j'en ai parlé plus tôt, nous avons discuté avec tous les intervenants à l'échelle nationale et à l'échelle internationale dès la première journée. Nous voulions voir quels étaient les écarts, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs stratégies pour pouvoir renforcer les ESEC, que pouvons-nous faire pour appuyer ces projets. Il y a beaucoup de dialogues très compliqués lorsqu'on a des différents ministères qui participent à ces dialogues. Par exemple, l'Organisation de statistiques à Sierra Leone, ce n'est pas un ministère officiel, mais c'est cette organisation qui est responsable des statistiques pour le gouvernement. Et ce sont eux qui sont responsables de la collecte de données. Et eux savent quelles statistiques dont le gouvernement a besoin. Donc, le fait de pouvoir rassembler tous ces intervenants, tous ces partenaires au fil d'un an, et d'essayer de les faire travailler ensemble comme ils ne l'ont pas fait par le passé. C'est un élément important de ce projet, le fait de pouvoir intéresser tous ces partenaires. Mais ça a aussi été très difficile d'essayer de comprendre quelles étaient, par exemple, les structures de gestion, quelles étaient les hiérarchies. Mais avec beaucoup de travail de nos donateurs, on a quand même pu réaliser des choses. Et lorsqu'on a été finalement en mesure d'allouer ces subventions, on a pu faire participer différentes organisations qui étaient des spécialistes dans ce domaine et ces spécialistes ont soumis des demandes. Ensuite, on a fait une série d'évaluations et on a choisi les deux meilleures propositions pour chacun des pays et ensuite les deux requérants pour chaque pays ont présenté leurs propositions aux intervenants locaux. Et ce sont les intervenants qui ont mené cette discussion. Ce n'est pas nous qui menions ce dialogue. On disait, voilà, vous, l'Institut national des statistiques, c'est à vous de mener ce dialogue, de décider. Et finalement, en bout de ligne, ce sont les intervenants locaux qui ont formulé une recommandation à la Fondation Gates. Ils nous ont dit, selon toutes les conversations que nous avons vues, nous jugeons que cette demande est la plus logique. Donc, au final, on a su à quel point ce processus était inhabituel, mais à quel point ils ont bien apprécié ce niveau d'engagement. Donc, nous voulons adopter une approche un peu différente, une approche qui ne dit pas tout simplement « voici, on arrive de la Fondation Gates », mais plutôt, on voulait s'assurer qu'il y a des plans qui ont chiffré dans chacun des pays. On a travaillé aussi avec certains donateurs. Ce qu'on voulait vraiment, c'est de pouvoir s'assurer d'un certain succès. On verra avec le temps, mais nous avons tenté de s'assurer que le financement ne disparaissait pas et que le système disparaissait aussi. Autre question? Autre question pour les conférenciers, les conférencières? Moi, j'ai une question pour comme ça. Une des questions par rapport à sa vie, c'est qu'on croyait pouvoir bâtir les systèmes de ESEC, mais ce n'était pas le cas. Donc, dans les endroits où vous appliquez comme ça et que vous êtes en train de pouvoir bâtir les systèmes de notification avec les différents intervenants, eh bien, il me semble qu'un des enjeux, ce sont les autopsies oraux, verbaux. Donc,
à part les endroits où vous tentez d'établir des échantillons de ces autopsies verbaux et que vous tentez également de bâtir ces systèmes de SEC, que pensez-vous d'une telle approche? Vous pouvez répéter votre question? Donc, en tenant pour acquis que les échantillons peuvent continuer et que nous pouvons obtenir ces données quant aux causes de décès, mais ailleurs dans le pays, on ne pourra pas avoir des autopsies verbaux sur tous les décès. Alors, comment allez-vous pouvoir bâtir un système à l'extérieur des districts comme ça? À ce moment-là, vous pourriez peut-être utiliser les bonnes données associées aux causes de décès pour tirer des conclusions. Mais encore une fois, nous allons chercher à obtenir des données de grande qualité à partir de ces échantillons. Mais ensuite, nous voulons travailler avec les autorités d'enregistrement d'état civil dans chacun des pays. Eh bien, nous continuons à travailler, notamment avec le Sierra Leone. C'est-à-dire, que pouvons-nous contribuer pour les aider à bâtir, à renforcer leurs capacités? Est-ce que c'est plus une question de codification, d'accréditation, de formation? Y a-t-il quelque chose que l'on puisse faire pour augmenter la sensibilisation de l'importance? Nous savons que c'est un processus qui est quand même assez de longue haleine, toute cette question d'enregistrement d'état civil. Nous, on se concentre davantage sur les ESEC, mais nous savons que pour que nous connaissions un succès, il faut reconnaître qu'il y a quand même une situation qui est en transition présentement. Au Mozambique, nous avons énormément de dialogues avec les autorités d'enregistrement d'état civil, à savoir dans quelle mesure est-ce que les données qui sortent de comme ça leur permettra de renforcer plutôt leur système. Nous avons un représentant de Mozambique dans la salle. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose par rapport à l'expérience dans votre pays. Oui, rapidement. Sur le ESEC. Lorsque nous avons entamé ce projet, il y a un manque de compréhension. Le ESEC est un système juridique qu'a un pays et que le pays protège. Et peut-être que mon collègue du Cameroun pourra en parler mieux que moi. De prendre un système de l'extérieur, on doit avancer de façon très prudente. Donc, nous avons comme ça, chez nous, et nous tentons de le lier au système de l'ESEC. L'ESEC est régi par la loi, par la législation. Ce n'est pas un système qui existe de façon indépendante. En raison de la législation, il faut qu'il y ait quelqu'un de l'ESEC qui certifie que cet événement a eu lieu et que cet événement a été enregistré. Donc, nous recevons des données. Donc, nous voulons utiliser le formulaire qui a été élaboré pour le pays. Mais comme ça ne peut pas enregistrer l'événement. Comme ça peut collecter les données et le rendre disponible au système de ESEC. Et c'est à ce moment-là que les autorités du ESEC pourront vérifier les données et ensuite décider d'enregistrer cet événement. Donc, nous devons être conscients de cela. Mais il y a aussi toute cette question d'autopsie verbale. Ces événements ne sont pas enregistrés directement dans le SEC. Les pays doivent prendre une décision à savoir qu'est-ce qui sera reconnu, c'est-à-dire l'autopsie verbale ou la certification dans le SEC. Donc, il y a aussi toute cette portion de statistiques d'état civil.
Si quelqu'un a un échantillon à partir duquel on peut générer des statistiques, mais ces données ne sont pas saisies dans le système de l'ESEC. Donc, je voulais apporter ces précisions à votre attention. Merci. Je crois que c'est important de parler comment nous pouvons travailler ensemble pour s'entraider, justement. Et je crois que toute cette question d'autopsie verbale, nous en avons parlé. Ça prend un moment pour obtenir de telles autopsies. Il y a aussi la même chose associée aux homicides ou encore des décès suite à des blessures. Ça prend un certain moment pour pouvoir avoir la cause de décès et ces causes ne sont pas nécessairement reflétées dans les certificats de décès. Est-ce qu'on devrait faire cela? Est-ce qu'on devrait tout simplement dire qu'il s'agit de statistiques associées, par exemple, à la criminalité et ainsi de suite? Intervention inaudible. Microphone, s'il vous plaît. Ma seule préoccupation, c'est que les systèmes d'enregistrement ne devraient pas se faire en ne tenant pas compte des ESEC. Ma deuxième préoccupation, c'est que certains systèmes vous donneront, par exemple, des données sur les taux de naissance, les taux de décès, les taux de mortalité, ainsi de suite. Mais il doit y avoir des liens entre ces systèmes parce que des systèmes d'enregistrement simples ne peuvent pas continuer ad vitam aeternam. C'est un bon point de départ comme système, mais au final, vous devez avoir un bon système de SEC. Pasteur, pourriez-vous nous parler un peu ce que vous aviez dû faire pour faire participer les travailleurs et travailleuses du secteur de la santé? Qui était autorisé à faire quoi? Qu'est-ce que vous avez dû faire pour pouvoir faire participer ces gens? Donc, le secteur de la santé est géré par 3 ministères, le ministère de la Justice, de la Santé et des services gouvernementaux. Mais même si, par exemple, la notification avait été faite par un ministère, au départ, c'était difficile parce que certaines autorités ne jugeaient pas que ça faisait partie de leur travail. Ils jugeaient que c'était la responsabilité de quelqu'un d'autre. Mais tranquillement, avec la formation et ainsi de suite, on a pu avoir des avancées. On ne leur a pas à faire des primes, mais graduellement, ils ont compris l'importance. Donc, par exemple, à la naissance, ils ont compris à quel point c'était important que l'information soit saisie. Donc, s'il y avait, par exemple, un endroit où ils pouvaient enregistrer cette information, en 2018, on ne veut pas parler de notification, on veut parler justement d'enregistrement et d'avis. Donc, c'est vrai que dans un monde numérique, il y a d'autres façons de communiquer cette information. Donc, effectivement, par le biais de protocoles d'entente, c'est possible de faire participer les professionnels de la santé. Donc, il y a aussi des nouvelles dispositions dans la législation qui sera déposée. Donc, il nous reste 1 minute avant que nos collègues reviennent pour la session finale. Alors, Andrew, je vous invite à conclure. Non? Non? Merci à tout le monde. J'ai constaté que dans la communauté des ESEC, il y a des gens comme moi et Betty et les autres, et les gens responsables de la démographie, des épidémiologues et ainsi de suite. Et il y a aussi toute la question des droits de la personne. Donc, nous devons nous réunir, nous devons nous regrouper.
Donc, nous devons vraiment faire participer nos collègues du secteur de la santé. Ils doivent comprendre que cela fait partie de leur travail, peu importe la législation dans le pays. Et un collègue, je crois je venais de la Commission de l'Afrique ou la Banque de l'Afrique. Il s'agissait d'un conférencier lors d'une autre session et on nous a demandé si c'était une approche axée sur la personne ou axée sur les données. Il nous a dit qu'il jugeait que le SEC, c'était une des priorités des démographes parce que cela donne aux gens le droit de se prévaloir justement de leurs droits. Merci.